Alors, 1920, Colette publie Chérie. Et c'est un roman qui a une particularité, il commence par la fin. Oui, dès les toutes premières pages, on sent que c'est la fin d'une histoire, la rupture imminente d'une liaison qui était aussi célèbre que, disons-le, scandaleuse. Allez, on plonge ensemble dans cette relation si complexe, si poignante. Et hop, le roman nous lance direct au cœur d'une scène intime avec cette simple demande. On est tout de suite dans le bain, on comprend la dynamique entre ces deux amants. Parce que ce n'est pas juste une requête, hein. Non, c'est un jeu de pouvoir, une sorte de taquinerie pleine de sous-entendus. Et ça nous dit tout de suite à quel point leur lien est compliqué. Alors, qui sont-ils, ce couple si étrange? D'un côté, on a Léa de Lonval. Elle a presque 50 ans. C'est une ancienne courtisane, elle est riche, elle aime que tout soit en ordre, bien contrôlé. Et de l'autre, il y a Fred Pelou, on le surnomme Chéri. Et lui, il a la moitié de son âge. C'est la beauté à l'état pur, mais aussi l'insolence, le désordre, le chaos. Et c'est justement cet écart d'âge et de caractère qui va être le vrai moteur de toute l'histoire. Et au cœur de tout ça, il y a ce fameux collier de perles. Une illusion qui va durer 6 ans. Cet objet, ce collier magnifique, il est central dans leur relation. Il est lourd de sens. Vraiment, il représente beaucoup plus que la simple richesse. C'est un peu le témoin silencieux de leur petit monde à eux, de cette bulle, de cette illusion qu'ils ont entretenue pendant si longues années. 6 ans, c'est long, 6 ans. C'est une durée qui a complètement brouillé les cartes en fait. On ne sait plus très bien, est-ce qu'ils sont encore amants? Est-ce qu'elle est devenue une sorte de mère pour lui? Et lui, n'est-il finalement qu'un enfant gâté? Eh bien la réponse, c'est un peu tout ça à la fois. Un mélange vraiment complexe, une sorte de dépendance mutuelle qui s'est installée petit à petit. Et Léa, elle est d'une lucidité assez étonnante. Regardez ce qu'elle dit. Elle sait très bien que leur histoire va bien au-delà du physique. C'est elle-même qui met le mot dessus. Adoption. Elle nomme cette dimension maternelle, cette espèce d'appropriation, avec une franchise, waouh, assez désarmante. Mais attention, ce symbole, ce collier, a un revers. Le jour, il est magnifique, il part son coup. Mais la nuit, il devient une sorte de miroir, un miroir cruel. Il cache les signes du temps, bien sûr, mais une fois qu'elle l'enlève, eh bien, il révèle la vérité. Et ça lui rappelle, brutalement, cette différence d'âge entre elle et son jeune amant. Et ça, bien sûr, ça nourrit son insécurité. Et puis voilà, un mariage est annoncé. Et c'est la fin du monde. Une nouvelle arrive et elle va tout faire voler en éclats. L'élément déclencheur, il n'arrive pas comme un grand drame théâtral, non. C'est juste une information. Mais cette simple information va suffire à faire s'écrouler tout le château de cartes, toute cette réalité qu'ils avaient si bien construite ensemble. Et la nouvelle, elle est là, toute simple. Chéri va se marier. Ça tombe comme ça, de sa propre bouche, de façon brute, presque désinvolte. Il annonce ça comme si c'était un fait divers, sans se rendre compte une seule seconde de l'impact que ça va avoir sur Léa, et d'ailleurs sur lui aussi. Là, c'est clair, c'est le point de non-retour. Et la réaction de Léa, dans sa tête, elle est immédiate, et elle est terrible. Ce n'est même pas de la jalousie en fait, c'est de l'horreur. Parce que cette pensée, elle nous montre à quel point Léa connaît la vraie nature de Chéri. Pour elle, c'est un être magnifique, oui, mais immature, presque un prédateur, quelqu'un d'incapable d'aimer pour de vrai. Alors, pour bien comprendre leur histoire, il faut aussi comprendre leur monde. Ce monde des apparences, peuplé de mères un peu monstrueuses et d'une jeune mariée. C'est un univers de demi-mondaines, de jeunes qui ne font rien de leur journée, de mères calculatrices. Un monde où tout n'est que paraître, que performance. Et les sentiments, les vrais, sont vus comme une faiblesse. Il faut surtout bien les cacher. Et Chéri, justement, pour le comprendre, il faut regarder son éducation. On peut dire qu'il n'a jamais eu de cadre très normal. Il a été élevé par des domestiques, des flatteurs. Il a fait un passage éclair et raté en pension. Ensuite, ce sont les amants de sa mère qui se sont occupés de son éducation. Bref, il a été ballotté entre l'abandon et une sorte d'adoration un peu malsaine. Ce qui fait de lui cet être à la fois cynique, dépendant et incroyablement enfantin. C'est Léa, au final, qui l'a raffiné, qui lui a donné ce vernis de sociabilité. La tension, elle monte d'un cran au moment où on discute du contrat de mariage. Sa future belle-mère, Marie-Laure, le traite, de façon assez subtile, d'homme entretenu. C'est une pique, une vraie insulte à peine voilée qui vise directement son honneur et bien sûr, à travers lui, sa relation avec Léa. Et la réaction de Chéri? C'est là que pour Léa, tout bascule. Au lieu d'être outré, il est amusé, presque flatté. Il dit « Quel compliment, hein! Et comme on dit autant quand j'aurai ton âge, je n'en demande pas plus. » Sa réaction la choque, mais profondément, parce qu'elle comprend à ce moment-là qu'ils ne vivent pas dans le même monde, qu'ils n'ont pas le même code moral. Pour lui, être entretenu, ce n'est pas la honte. Au contraire, c'est une réussite. On avance. Le mariage a eu lieu. Léa essaye de faire comme si de rien n'était, de garder une façade d'indifférence. Mais c'est là qu'elle va connaître un éveil douloureux. La réalité de son chagrin va la surprendre, comme une embuscade, au moment où elle s'y attend le moins, dans un moment de solitude absolue.
Ça se passe 1 mois après le mariage. Léa est à une soirée et elle est hantée par l'image d'un seuil de porte vide, là où Chéri aurait dû être. Tout commence comme ça, par un malaise qu'elle n'explique pas. Elle est chez la mère de Chéri, il y a du monde, et d'un coup elle est obsédée par son absence. Cette porte vide, c'est le symbole de tout ce qui a disparu de sa vie. Et là, une anxiété terrible s'empare d'elle. Elle rentre chez elle, seule dans sa chambre, et elle se demande « Mais qu'est-ce que j'ai ?» Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle pense qu'elle est malade, elle cherche une raison logique, une cause physique à cette angoisse qui la ronge. Il faut se rendre compte que, pour cette femme qui a tout vu, tout vécu, la souffrance émotionnelle, c'est quelque chose de complètement nouveau, un territoire inconnu. Et puis, d'un coup, la réalisation. Brutale. C'est que je souffre. C'est une véritable déflagration. Le thermomètre le confirme, ce n'est pas la fièvre, ce n'est pas une maladie, c'est du chagrin. Et Colette décrit ce moment avec une précision quasi chirurgicale. La douleur, pour Léa, c'est un ennemi qu'elle rencontre pour la toute première fois de sa vie, à presque 50 ans. Et là, finalement, le barrage cède. Un unique sanglot lui échappe, avec un seul nom, Chéri. Et dans ce seul mot, il y a tout. Il y a l'amour, la perte, la dépendance. Toute cette façade de maîtrise, de contrôle qu'elle a bâtie pendant des années, eh bien, tout s'effondre, en un seul instant. Colette nous donne cette définition de la douleur, c'est magistral. Un ennemi inconnu. 30 ans de vie facile, aimable, venait de se détacher d'elle et de la laisser, à près de 50 ans, jeune et comme nue. Vous voyez, sa souffrance, ce n'est pas juste de la tristesse. C'est comme si on lui arrachait une partie d'elle-même. Toute son expérience, toute sa sagesse de courtisane, ça ne lui sert plus à rien. Face à ce sentiment qu'elle ne connaît pas, elle est complètement vulnérable, nue, comme si elle naissait à la douleur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sur la douleur de Léa. Non, il y a un avenir incertain. Il y a un retour. Et la dernière partie de cette analyse va justement se concentrer sur ce retour de Chéri qui prépare le terrain pour une suite qui sera, on le sent déjà, encore plus tragique. Le temps a donc passé. Et Chéri revient de sa lune de miel. Mais attention, le jeune homme qui rentre à Paris, ce n'est plus exactement le même que celui qui est parti. Le mariage, le voyage, quelque chose l'a changé. De façon subtile, oui, mais aussi assez inquiétante. C'est sa propre mère, Madame Pelot, qui le trouve changé. Et le mot qu'elle emploie est très fort, il est fatal. Fatal, le mot est lourd de sens quand même. Elle ne le trouve pas plus mûr ou plus heureux, non. Fatal. Comme s'il y avait en lui une nouvelle gravité, une dureté un peu sombre qui annonce déjà que les choses vont mal finir. Et on se rend compte que même marié, Chéri est toujours obsédé par le symbole de sa vie d'avant. On le voit à travers une comparaison assez troublante. Il compare sans arrêt le collier de Léa, avec ses 49 perles magnifiques, symbole de leur histoire, au collier de sa femme, Edmé. Celui d'Edmé a des petites perles, toutes rondes, toutes égales. C'est le symbole de sa nouvelle vie, bien rangée, conventionnelle. Mais son esprit à lui, il reste bloqué sur les perles de Léa. Ces perles lourdes, inégales, chargées de leur histoire commune. Et tout ça nous amène à la question finale. Que reste-t-il, au fond, quand un grand amour, un amour bâti sur la jeunesse et la beauté, est vraiment terminé? C'est la question que Colette laisse en suspens. À travers l'histoire de Léa et de Chéri, en fait, elle nous interroge sur ce qu'est l'amour, sur le temps qui passe, sur l'identité. Qu'est-ce qui survit au juste quand toutes les illusions de la jeunesse et de la passion s'écroulent? Et c'est cette question-là, cette question universelle, qui fait de Chéri un chef-d'œuvre absolument intemporel.